jusqu'à A13 en direction de Paris. Zone de contrôle sur votre trajet. Vous entrez dans une zone de contrôle. Du pied, le ciel sera un petit peu plus nuageux sur les côtes de la Manche. Vous écoutez France Info, il est 13h30. L'info Sophie Chen. Le feu n'est pas encore éteint à Rouen après l'incendie qui a ravagé 2 immeubles désaffectés dans le quartier des Pépinières Saint-Julien, 4 ans après celui de Lubrizol qui a traumatisé la ville. Les pompiers sont toujours sur place actuellement. Il n'y a pas de victimes mais de gros dégâts. Ce matin, le maire de Rouen tenait une réunion de crise et plusieurs décisions ont été prises. Manon Lombard-Brunel. Les écoles maternelles et élémentaires Pépinières Saint-Julien, situées juste à côté du site de l'incendie, vont rester fermées dans l'attente des résultats d'analyse menés aujourd'hui. Analyses qui doivent permettre d'évaluer les risques de pollutions éventuelles, en particulier à l'amiante. Des prélèvements, notamment des retombées de suie, vont être réalisés. Des mesures au sol et des contrôles de qualité de l'air seront également menés. D'ores et déjà et par mesure de précaution, la mairie appelle les habitants à ne pas ramasser les débris et les retombées de suie visibles à plusieurs kilomètres à la ronde autour du lieu de l'incendie. Les premiers résultats de ces analyses seront disponibles d'ici 48 à 72 heures. Manon Lombard-Brunel. Vous quittez une zone de contrôle. En Espagne, le bilan continue de s'alourdir après l'incendie d'une boîte de nuit tôt ce matin à Murcie, dans le sud-est. Au moins 9 morts et plusieurs blessés intoxiqués par les fumées. Les secours s'attendent à retrouver d'autres victimes dans les décombres. Prévenus vers 6 h du matin, ils n'ont pu pénétrer à l'intérieur qu'aux environs de 10 h après avoir éteint le feu. Des rassemblements dans plusieurs villes européennes cet après-midi en soutien au peuple arménien et pour alerter sur l'exode massif de la population du Haut-Karabakh. L'enclave a été récupérée par l'Azerbaïdjan après une offensive éclair cette semaine. Une grande manifestation est prévue à Bruxelles, mais aussi Athènes, Londres, Marseille et Lyon. La capitale turque, Ankara, frappée par un attentat suicide ce matin dans le quartier des ministères. Un terroriste s'est fait exploser, l'autre a été neutralisé. 2 policiers ont été légèrement blessés, mais il n'y a pas eu de victimes. Une attaque à quelques heures de l'ouverture de la nouvelle session parlementaire censée valider l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Le président turc Recep Tayyip Erdogan vient d'arriver au Parlement. 8 jours après la disparition de Léa Boulogne, le front se concentre sur la maison aujourd'hui située dans la note de disparu à quelques kilomètres de la Gaza a été détruite pour la première fois depuis 2011.
ville s'est rendu sur place. Une vaste campagne de vaccination contre la grippe aviaire commence à partir d'aujourd'hui en France. En un an, 64 millions de canards vont recevoir des injections. Près de 10 millions de volailles ont été abattues la saison dernière à cause de l'épidémie. D'autres changements en ce 1er octobre, l'augmentation du prix du gaz d'un peu plus de 9 € le mégawattheure. Les soins dentaires seront moins remboursés par l'assurance maladie, 60% désormais contre 70%. À partir d'aujourd'hui aussi, l'allocation aux adultes handicapés est déconjugalisée. Les revenus du conjoint ne sont plus pris en compte dans son calcul. Et puis la baguette change légèrement de goût. Les boulangers réduisent son taux de sel pour améliorer la santé des Français. Un mot de football, Reims reçoit Lyon en ce moment pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Le coup d'envoi a été donné il y a quelques instants. 5 autres matchs à suivre aujourd'hui. Le Havre, Lille, Toulouse-Metz et Nice-Brest à 15h. Lorient-Montpellier à 17h05. Et le derby ce soir entre Rennes et Nantes au Roison Park. Coup d'envoi 20h45. L'info signée Sophie Echen, 13h33, et on en revient à cette météo, à cet épisode de chaleur exceptionnel, nous dit Météo France, avec des records de température attendus aujourd'hui et demain, notamment dans le sud-ouest, 33 degrés cet après-midi à Bordeaux, c'est du jamais vu depuis 1921, et face à cela il faut s'adapter, c'est ce qu'explique sur France Info Pierre Urmic, le maire écologiste de la ville. Tout le monde a conscience, à Bordeaux comme ailleurs, que ce sont des températures totalement anormales pour la période que nous vivons, d'autant plus qu'on a déjà été préparé, puisque cet été nous avons déjà connu des chaleurs estivales de plus de 40 degrés, 42, ce qui est tout à fait exceptionnel dans une ville comme Bordeaux. Pour les personnes les plus fragiles, quelles installations, quelles adaptations la mairie met à disposition là pour les prochains jours? Alors, nous avons, si vous voulez, un double défi quand vous êtes maire d'une grande ville comme Bordeaux. C'est d'abord de vous adapter et ensuite d'atténuer les causes. C'est un véritable changement dans la politique municipale avec déjà un point qui est, je crois, tout à fait inédit. C'est que ma première adjointe, elle est en charge non seulement des finances, ce qui est assez classique, mais en même temps du défi climatique. Ce qui signifie que toutes les dépenses de la ville sont examinées à l'aune de leur impact climatique, un peu comme si le ministre des Finances à Bercy était également responsable des réponses apportées aux défis climatiques. Je vous promets que ça change beaucoup de choses. Alors ça c'est l'adaptation et on va y revenir dans un instant, mais sur les mesures beaucoup plus concrètes par rapport à la vague de chaleur que nous vivons, est-ce qu'il y a des choses particulières mises en place? Oui, alors quand on est dans période canicule rouge, nous avons décidé d'ouvrir jusqu'à 20h nos piscines. Nous avons décidé également de laisser ouverts nos parcs municipaux jusqu'à 23h. Nous mettons à disposition également de nos concitoyens une carte qui indique bien où sont les lieux rafraîchis et couverts, accessibles gratuitement, comme par exemple les bibliothèques. Nous avons également rénové, nous indiquons tous les points d'eau sur la ville. Nous faisons en sorte que toute une fontaine fonctionne correctement. On en a 200 sur Bordeaux, mais toutes sont ouvertes pour qu'on puisse boire ou se rafraîchir. Nous installons également des brumisateurs sur les places les plus chaudes de la ville, ainsi que des points. Surtout, nous nous intéressons en priorité aux plus fragiles, c'est-à-dire aux enfants et aux personnes âgées. Pierre Urmic, Bordeaux a longtemps été et encore majoritairement une ville très minérale. L'enjeu du réchauffement climatique, vous le disiez, c'est d'adapter les villes. Vous dites qu'on peut végétaliser partout où c'est possible, ça veut dire qu'on met des arbres partout où c'est possible? Absolument, nous avons un très vaste programme de reconquête végétale. Nous plantons à peu près 14 000 arbres par an, c'est-à-dire 7 fois plus qu'avant, ce qui est un programme extrêmement ambitieux. Également, nous
Guterres s'adressant, je pense à des gens comme Laurent Wauquiez, dit nous sommes sur l'autoroute de l'enfer climatique et nous avons le pied sur l'accélérateur. Là, un excellent exemple de ceux qui ont un pied sur l'accélérateur. C'est politiquement démagogique et irresponsable. Pierre Urmic, le maire écologiste de la ville de Bordeaux, qui répondait aux questions à France Info de Jean-Marie Bordeaux, épisode de chaleur exceptionnelle, nous dit Météo France sur le pays aujourd'hui, et particulièrement à Bordeaux et dans le sud-ouest. France Info, 10h, 14h, je te kiffe. À suivre, et jusqu'à 14h, les informés de l'Europe, toute l'actualité européenne. On va notamment parler de cette élection en Slovaquie, des résultats qui changent peut-être la donne sur pas mal de sujets de fond, et notamment le soutien à l'Ukraine. On va y revenir après le fil info, 13h40. Sophie Echen. Le bilan s'alourdit de minute en minute en Espagne. Au moins 11 personnes sont mortes dans l'incendie d'une discothèque de Murcie dans le sud-est ce matin. Les secours sont toujours sur place à la recherche d'autres victimes. Ils n'ont pu entrer dans la boîte de nuit qu'une fois le feu éteint, soit 4 heures environ après avoir été appelés. Les Slovaques ont des problèmes plus importants que les relations avec l'Ukraine. Déclaration de Robert Fico, dont le parti vient de remporter les élections législatives du pays. Le Smer, parti populiste qui veut stopper l'aide militaire à Kiev. En Russie, plusieurs régions ont subi des attaques de drones et de missiles ukrainiens. Aujourd'hui, au moins 3 personnes ont été blessées. Un aéroport a été obligé de détourner ses vols. Pour la première fois en 30 ans, une mission de l'ONU est arrivée ce matin dans le Haut-Karabakh pour évaluer les besoins humanitaires. Alors que la crise de la situation arménienne a fui cette enclave depuis sa reprise par l'Azerbaïdjan après une guerre éclair la semaine dernière. Une enquête concerne un homme poignardé tôt ce matin après une rixe près de Toulouse. 3 personnes ont également été blessées. Une délai de Paris qui devient hier soir. Un adolescent de 16 ans a été poignardé dans le métro toulousain. Transporté à l'hôpital, son pronostic vital n'est pas engagé. C'est le début d'Octobre Rose. Aujourd'hui, un mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. C'est le plus meurtrier chez la femme. Près d'1 sur 8 le développe au cours de sa vie. France Info. Dans 300 mètres. Sortez à droite vers A13 en direction de Paris. Des informés de l'Europe, le rendez-vous de décryptage de l'actualité européenne tous les dimanches à 9h40 à la radio sur France Info et sur le canal 25. Sortez à droite vers A13 en direction de Paris. Vous m'accompagnez encore ce matin, vous êtes rédacteur en chef de la rédaction européenne de France Télévisions et nos informés du jour, Anna Lazareva, journaliste ukrainienne basée à Paris. Vous êtes responsable de l'édition française de l'hebdomadaire The Ukrainian Week. Vous êtes aussi co-autrice de Gazprom, le nouvel empire, sorti en 2008. Dans 300 mètres. Au rond-point, prenez la 3e sortie sur N13 en direction d'Évreux. Journaliste spécialiste des affaires européennes et autrice du... Au rond-point, prenez la 3e sortie sur N13 en direction d'Évreux. On a une première question. Puis tournez à gauche vers A13 en direction de Paris. Des questions que l'on se pose parce que évidemment il y a beaucoup de fragilisation, de division au sein de l'Union européenne, notamment sur la question des armes. Question d'actualité notamment avec ce qui s'est passé cette nuit à Bratislava, un populiste pro-russe qui a remporté les élections législatives. Oui, Jérémy, Robert Fico, populiste, pro-russe, soupçonné d'avoir des liens avec la mafia, est arrivé en tête cette nuit aux élections législatives Slovaquie, 23% devant le parti centré, 17%. Alors Robert Fico, c'est un peu le Viktor Orban slovaque. Avant le scrutin, il avait déclaré que plus une seule balle slovaque n'irait en Ukraine s'il gagnait ce scrutin, ce qui est le cas. C'est un véritable séisme en Europe. C'est en tout cas un coin qui est mis dans l'unité européenne. Écoutez, Nathalie Loiseau, elle est députée européenne, vice-présidente de la sous-commission défense au Parlement européen. Ça m'inquiète et j'ai envie de dire partout en Europe, réveillez-vous. Ceux qui disent une extrême droite populiste, raciste, hostile aux minorités et pro-russe ne peut pas arriver aux portes du pouvoir ont intérêt à regarder ce qui se passe à Bratislava ce matin. Il y a un risque pour ce pays, il y a un risque pour d'autres pays. Ce risque, il est encore là en 2020. Alors, il y a quand même une particularité avec la Slovaquie, c'est que Robert Fico est social-démocrate. En tout cas, cette victoire, ce n'est pas véritablement une surprise. Un sondage avait montré récemment que seulement 4 Slovaques sur 10 estimaient que c'était la Russie qui était responsable de la guerre en Ukraine. Alors Robert Fico doit maintenant former une coalition, mais l'Ukraine, en tout cas ce matin, vient de perdre un soutien. Eh bien, c'est la Slovaquie.
même temps, notre presse fait circuler les fuites de la conversation entre Foucault et l'ambassadeur américain qui, bon, je pense que c'est des fuites voulues, hein, qui rapporte qu'il y a peut-être la politique plus consensuelle, plus centriste qui va être menée, donc que les déclarations pendant la période électorale vont souvent plus loin. Il aurait gagné avec une posture très forte, mais qui pourrait s'adoucir. Voilà, exactement ça. Exactement, c'est qu'il y a un discours électoral et les discours de quelqu'un qui est déjà au pouvoir qui modifie souvent. Donc on espère que la raison gagnera contre les émotions et qu'il ne passera pas vraiment à la coupure d'aide. On imagine qu'il y a une forme d'attente, mais aussi d'inquiétude du côté de Bruxelles. Une inquiétude parce que en fait, quand on regarde, Robert Fico, c'est un petit peu le clone de Viktor Orban. Il vient de la gauche avant de mener une politique populiste, de se montrer pro-russe, et finalement, en fait, Viktor Orban gagne un allié au niveau du Conseil européen pour bloquer peut-être des décisions économiques là où il faut l'unanimité, ou des décisions géopolitiques, par exemple, sur l'élargissement et sur l'adhésion à l'Union européenne. François Bonnet, vous l'avez ressenti, vous, cette attente et cette inquiétude quant à Bruxelles aussi? Donc effectivement, il y avait cette inquiétude, parce que le risque effectivement c'est qu'il y a un blocage. En fait, on dit à juste titre que c'est un peu Viktor Orban slovaque. À la fois, Viktor Orban, il a fait beaucoup de bruit, mais il n'a jamais véritablement bloqué le mouvement bloqué. Il va falloir effectivement voir avec précision la position de Robert Fico, parce que lui, peut-être, il pourra à ce moment-là bloquer. Et comme il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau européen, vous le savez, avec l'unanimité, il suffit que la Slovaquie, qui certes n'est pas l'un des plus grands pays d'Europe, mette son veto et tout peut s'arrêter. Est-ce qu'au-delà de la question slovaque, est-ce que du côté ukrainien, Au rond-point, prenez la première sortie sur A13 en direction de Paris. Oui, parce qu'à part Robert Fico, il y a aussi les élections polonaises qui s'approchent, c'est dans 2 semaines. Et là aussi, l'extrême droite promet de réduire au moins les aides. Il y a donc Orban, qui est mentionné plusieurs fois déjà pendant cette émission. Il y a aussi les États-Unis, bon, c'est plus loin, mais Trump et une partie des républicains qui veulent aussi réduire l'aide de l'Ukraine. Donc, effectivement, je dirais que dans les pays démocratiques, tout le monde n'est pas démocrate, en fait. Et pas seulement dans les rues, mais aussi dans la classe politique. Et ça, ce sont Dans 700 mètres, tournez à droite sur avenue du Maréchal Gallieni. les démocratistes les femmes qui passent à l'école, parce que déclarer les valeurs démocratiques, c'est une chose, les défendre l'armement, c'est une autre. Audrey, les opinions publiques européennes restent globalement favorables pour Mme Kiev? Ça reste favorable, même si ça baisse, on peut dire que finalement ça se tord sans se rompre. Quand on regarde un sondage qui a été diffusé Dans 300 mètres, tournez à droite. Puis au rond-point, prenez la deuxième sortie. Soutien aux livraisons d'armes, il obtient plus de la majorité et donc on voit qu'il y a ce soutien qui reste important. Après, les opinions publiques, elles regardent aussi un petit peu ce qui se passe au niveau du portefeuille, et on a vu notamment que le soutien à l'Ukraine a baissé fortement en février dernier quand on a eu des problèmes d'approvisionnement en énergie. Et donc c'est vrai que c'est assez fluctuant en fonction de ce qui peut arriver dans le porte-monnaie, et on le voit au niveau de l'inflation notamment. Tournez à droite. Puis au rond-point, prenez la deuxième sortie sur avenue du Maréchal Gallieni. Cette semaine, assumait de passer d'un mode où on donnait des armes à l'Ukraine à un mode où on en produisait et on en vendait avec l'Iran. Peut-être une réaction là-dessus, Alain? Oui, il rentre de l'Ukraine. Vendredi, effectivement, il est allé en Ukraine avec une vingtaine d'entrepreneurs français qui ont signé plusieurs contrats. Et je pense que c'est ça les garanties de sécurité aussi. C'est aider à la sécurité. Une demande de l'Ukraine. François, que se passerait-il si le soutien militaire des Européens faiblissait? C'est une catastrophe. On sait que l'Ukraine est en pleine contre-offensive contre la Russie. On sait que c'est difficile. Elle progresse régulièrement. D'ailleurs, les Ukrainiens demandent qu'il y ait plus de soutien depuis maintenant, évidemment, avec beaucoup d'impatience. Et les Ukrainiens en premier, les élections américaines en 2024, en novembre 2024. Parce qu'effectivement, si c'est
quelqu'un qui est... Les astres avec l'Europe autour de retiennent cet instant. Le film info. Immeuble
rond-point, prenez la deuxième sortie sur avenue de Mantes. Bonjour à tous, Anna Fleury Lamont. Micro pour Nova Iva Gustave au Maïf Social Club, une plénière culturelle nichée dans un espace de 1000 mètres carrés au cœur du Marais à Paris. Ce lieu multiple, inspiré et inspirant propose des résidences d'artistes, des spectacles, des conférences, ateliers, un espace de coworking, une bibliothèque partagée de concepts. Dans 2,6 km. Tournez à gauche sur rue Denis Diderot. Dans 1 km. Tournez à gauche sur rue Denis Diderot. C'est cette tension-là. Comment est-ce qu'on s'y prend pour imaginer une exposition autour du temps? Alors, on va pas dire qu'on prend son temps, mais quand même un peu, c'est-à-dire qu'on commence par se mettre à distance et à se laisser promener au hasard de lecture. Moi, j'ai toujours un grand temps de veille où je lis des sociologues, des philosophes. Je commence pas par l'art, je commence par la pensée. Et une fois que les grands thèmes, les enjeux liés au temps sont identifiés, j'essaie de trouver des artistes qui viennent apporter une résonance émotionnelle ou esthétique et qui permettent de faire émerger de façon plus immédiate, plus sensible la pensée. Et justement, comment vous les avez découverts déjà et comment est-ce que vous avez réussi à les réunir tous ensemble? Alors pour la découverte, il y a des pré-contraintes qui sont importantes pour moi, c'est d'avoir une exposition qui ressemble à la diversité réelle de notre monde. Donc bien sûr avoir des femmes, mais avoir aussi une grande diversité en termes de médias, en termes de nationalité, en termes d'âge, en termes de niveau de reconnaissance. Donc ça c'est mon critère personnel, mon petit garde-fou qui me dit ah là là t'as surveillé, trop ceci, trop cela, pas assez. En dehors de ce garde-fou, Tournez à gauche sur rue Denis Diderot. à découvrir des artistes sur internet ou dans les galeries et dans les musées, et je m'y perds vraiment pour le coup sans regarder les montres. Et une fois que j'ai construit un corpus, je vais y ajouter quelques artistes que j'avais déjà Dans 500 mètres. Tournez à droite sur rue du Docteur Bretonneau. Dans 300 mètres. Au rond-point, prenez la 4e sortie. Est-ce que vous pouvez nous parler de la scénographie de l'exposition? Comment vous avez organisé ces œuvres et ces rencontres d'œuvres d'artistes? Alors la scénographie, elle a été pensée par Clémence Farel, qu'on était très content de convier sur cette exposition. C'est une scénographe qui a une approche souvent assez pop, assez urbaine et très efficace. Et là, la demande qu'on lui a faite, c'est fais-nous un cocoon, quoi. On veut quelque chose de très doux, on veut quelque chose de luxe, de beauté. Et donc elle a eu cette idée assez formidable de faire des pièces circulaires en tulle blanc, ce qui pour une transparence et donc de pouvoir embraser l'exposition presque d'un seul coup, mais tout en multipliant les points de vue en fonction de la transparence du tissu. L'exposition s'articule autour de trois chansons, de trois titres de musique. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, comment vous les avez choisis? Tournez à gauche sur rue Rabelais. Et puis il fallait que la chanson raconte mon vie. Donc la première, c'est Alors on danse de Stromae.
Dans 100 mètres, tournez à droite sur rue La Fontaine. Puis tournez à gauche. Tout le monde regarde ailleurs. D'une part, l'Europe est divisée. La France a alerté Emmanuel Macron, Catherine Colonna, tout le monde a sonné l'alarme. Mais l'Europe est divisée parce que certains pays disent « Oh là là, mais le cas d'Azérie, c'est beaucoup trop important ». Et puis, celui qui était en charge de la médiation, Charles Michel, le président du Conseil européen, est devenu l'otage de sa propre médiation. Vous savez, il y a quelqu'un qui s'appelle Desmond Tutu, qui était un archevêque en Afrique du Sud, qui disait quand vous restez neutre entre un agresseur et un agressé, vous vous mettez du côté de l'agresseur. Il y a un moment, c'est ce qui s'est passé. Vous dites que vous avez honte pour la situation européenne et la France dans tout ça. Est-ce qu'elle ne devrait pas être plus active? Elle est même très seule. Est-ce qu'elle doit renvoyer l'ambassadeur d'Azerbaïdjan? Ça, écoutez, c'est une idée qu'on a quand on n'a pas d'idée. Et je peux le dire parce que l'ambassadeur azéri à Bruxelles, lui,